8h30 sur Public Sénat. Je viens vous faire le compte-rendu d'une journée qui, pour ce qui concerne notre famille politique, a été extrêmement dense, puisque nous avons d'abord procédé, vous le savez, à l'élection du président de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous savez que Christian Jacob a été élu, avec à ses côtés Christian Kert et Bernard de Flessel. Et je voudrais redire ici que je me suis beaucoup réjoui, comme je crois tous mes amis députés, à la fois de l'élection de Christian Jacob, mais aussi des conditions très bonnes de son élection, puisque les débats ont été tout à fait amicaux, apaisés. Chacun d'ailleurs en est convenu dans la réunion de groupe qui a eu lieu en début d'après-midi. Et je dois dire à titre personnel que j'en suis d'autant plus heureux de l'élection de Christian Jacob, que c'est un homme de dialogue, que c'est un homme qui connaît bien la mission de président de groupe et qui va évidemment avoir maintenant à conduire notre groupe parlementaire dans un contexte nouveau qui est celui de l'opposition, puisque la première mission qui est la nôtre, eh bien, c'est de nous installer dans une opposition qui soit à la fois constructive, évidemment. Moi, j'ai toujours récusé le sectarisme et de ce point de vue, je tiens à dire que nous ne ferons pas comme l'a fait le Parti socialiste pendant des années, qui a voté systématiquement contre la totalité des textes que nous avions présentés, que ce soit des textes luttant contre le terrorisme, des textes en matière de sécurité, des textes constitutionnels, même le texte d'interdiction de la burqa, les socialistes ne l'avaient pas voté. Nous serons constructifs. Si un texte nous paraît bon pour l'intérêt de notre pays, nous le voterons. Et bien sûr, tout en étant constructifs, on sera évidemment aussi extrêmement déterminés, vous l'avez compris. Beaucoup des projets socialistes nous inquiètent, et je veux le dire tout de suite, il s'agit aussi bien des projets fiscaux qui sont dans les tiroirs du gouvernement, du nouveau gouvernement, et qui risquent de casser la croissance, du projet de supprimer la détaxation des heures supplémentaires, et puis, je dois le dire, une nouvelle fois, je suis extrêmement inquiet de la position de François Hollande concernant l'Europe et la relation avec l'Allemagne. Je le dis d'autant plus que nous avons chacun notre sensibilité, vous savez, au sein de l'UMP, mais je suis, pour ce qui me concerne, très engagé en faveur de l'Europe, très engagé en faveur de l'euro, et que je m'inquiète, comme beaucoup de mes amis à l'UMP, de voir François Hollande nous éloigner chaque jour un peu plus du lien franco-allemand, qui est le mur porteur, le moteur de la dynamique européenne, et notamment en matière de politique budgétaire et monétaire. C'est vous dire combien, je m'empresse de vous le dire tout de suite, cette question franco-allemande et plus généralement la question du comportement de François Hollande vis-à-vis de la crise que traverse l'Europe sera l'un des principaux marqueurs de l'opposition que nous allons conduire. Voilà, donc je voulais vous dire que c'est un élément qui est unanimement ressenti au sein de notre groupe parlementaire. Nous en avons parlé cet après-midi à la réunion du groupe. Le point européen sera un point essentiel, et je dois vous dire que notre parti va être également très engagé dans la dénonciation d'une posture de François Hollande très ambiguë sur la question européenne et sur la question de la relation entre la France et l'Allemagne, alors que nous sommes, vous le savez, très clairs sur notre volonté de marcher la main dans la main avec l'Allemagne. Nous avons certes des différences, mais nous savons que la compétitivité, que la réduction des déficits sont les deux clés majeures dans cette période où il nous faut affronter la crise européenne que vous savez. La réunion du groupe, a aussi permis, bien sûr, de commencer à évoquer la situation politique globale, à débriefer un peu de ce que nous avons vécu tout au long de cette campagne électorale. Et je dois vous dire que Christian Jacob, comme moi-même, nous avons eu une pensée pour ceux de nos amis qui ont été défaits. Je l'ai réévoqué à nouveau en bureau politique parce qu'il va de soi que c'est pour nous aussi tout à fait prioritaire d'être aux côtés de ceux de nos amis qui ont été battus aux élections législatives. Enfin, à la réunion du groupe, et au-delà des questions d'organisation, bien sûr, qui sont de tradition lorsque s'installe
une nouvelle Assemblée, nous avons commencé d'évoquer notre stratégie et le fait que le groupe parlementaire de l'UMP sera dans une opposition résolue, constructive mais résolue, dès les premiers travaux parlementaires. Alors enfin, nous avons eu une réunion de bureau politique. J'ai souhaité que cette réunion de bureau politique soit une réunion de vérité, que chacun s'exprime. Je considère absolument indispensable au lendemain d'une campagne présidentielle et législative qui a duré 6 mois, durant laquelle les Français nous ont dit beaucoup de choses, et puis aussi d'une défaite, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, même si la défaite que nous avons subie n'a rien à voir avec le revers catastrophique du Parti socialiste en 1993, il n'en demeure pas moins que nous sommes minoritaires, mais en même temps nous avons suffisamment d'élus pour pouvoir organiser l'opposition. Donc j'ai souhaité qu'il y ait une sorte de groupe de parole cet après-midi, que nos amis membres du bureau politique puissent dire leur part de vérité, et c'est vrai qu'au lendemain d'une défaite, forcément, eh bien, on se dit les choses, chacun l'a fait, je souhaite que ce travail continue, et j'ai proposé une ligne stratégique qui a été adoptée par le bureau politique et dont je voulais vous rendre compte maintenant. J'ai proposé que la première étape soit une étape programmatique, une étape de réflexion sur les idées, sur les valeurs, sur ce qui fait que l'UMP est ce qu'elle est, ce qui nous rassemble en quelque sorte. Et donc, d'ici au 20 juillet, disons la fin des travaux parlementaires, je vais animer avec tous ceux de mes amis qui le souhaiteront un groupe de travail qui visera à élaborer les points qui nous rassemblent. Ce sera l'occasion de parler de beaucoup de choses, y compris d'ailleurs de ce qui a trait aux valeurs qui rassemblent au sein de l'UMP, car nous avons pensé qu'il était important de parler de ce qui nous rassemble avant de parler des éléments de diversité qui amèneront ensuite, vous le savez, à la création des mouvements entre libéraux, humanistes, gaullistes, droite populaire, etc. Ce sera donc un travail de fond et il nous a semblé à l'unanimité qu'il fallait d'abord un travail sur les idées, sur la ligne politique, avant d'en venir, comme le prévoient nos statuts à l'automne, à l'élection du président de l'UMP, puisque nous organiserons un congrès très certainement fin novembre, sur la base des recommandations de la commission d'organisation des opérations électorales qui va se réunir à ma demande pour pouvoir nous faire une proposition sur ce sujet. Donc vous le voyez, première étape jusqu'à la fin juillet, travail sur les idées, sur la ligne politique, et puis nous entamerons à l'automne, après les congés du mois d'août, nous entamerons la démarche de désignation du président de l'UMP avec la convocation du Congrès. Voilà pour ce qui concerne ce que nous avons arrêté aujourd'hui. C'est évidemment un point très important de calendrier et de méthode. Je vais donc très vite réunir le groupe de travail sur la ligne politique de notre mouvement et ainsi, pas à pas, nous avancerons dans à la fois le travail nécessaire d'évocation des raisons de notre défaite et puis aussi avancer pour établir une nouvelle stratégie politique pour la suite. On s'appuiera aussi sur l'opposition que nous constituons désormais. Et je peux vous dire que, très clairement, le mois de juillet sera consacré aussi à être dans une opposition très déterminée vis-à-vis de la majorité socialiste. Voilà pour ce qui concerne cette journée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été extrêmement chargée. C'était d'ailleurs écrit à l'avance, c'est souvent comme ça. Et je dois vous dire qu'en cette fin de journée, dans la place qui est la mienne, je m'efforce de faire en sorte que chacun se parle, qu'on se dise les choses, qu'il n'y ait pas de langue de bois. C'est normal d'ailleurs, c'est absolument inévitable. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas eu au bureau politique de langue de bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais que c'était important que les choses soient dites par les uns et les autres et que l'on puisse ensuite repartir dans le travail de reconstruction nécessaire, car c'est bien de ça dont il s'agit. Il nous faut maintenant reconstruire notre famille politique et entrer ainsi dans une nouvelle étape. Voilà ce que je pouvais vous dire pour résumer cette journée de travail importante pour notre famille politique. Ah bah, il s'est dit beaucoup de choses. Nous avons évoqué la question des triangulaires, nous avons évoqué la question de notre ligne politique par rapport au Front National. Nous nous sommes également les uns et les autres penchés sur la question des valeurs qui nous rassemblent. On a commencé à esquisser tout ça. On n'a pas arrêté une position définitive, mais on a commencé à mettre sur la table tous ces sujets et la plupart du temps
à partir d'expériences vécues par un certain nombre de nos candidats. Non, ce n'est pas une contestation. Je crois que c'était. Enfin non, c'est ni contestation ni remise en cause. Je crois que c'est plutôt la volonté de dire sa part d'interrogation par rapport à la ligne politique à suivre. Voilà. Quand je vois que un certain nombre de mes amis ont été défaits dans des triangulaires, eh bien, je crois qu'effectivement, la question a été posée par un certain nombre d'entre eux de savoir si, pour l'avenir, on ne doit pas définitivement assumer un mode de scrutin majoritaire à 2 tours où seuls les 2 candidats finalistes demeurent au 2e tour et non pas la possibilité pour des candidats du Front National de se maintenir en triangulaire et ainsi de fausser le résultat au bénéfice, la plupart du temps, des socialistes. Pas du tout. Pas du tout. M. Ciotti avait proposé la suppression des triangulaires, c'est bien ça? Il n'est pas le seul, Frédéric. La suppression des triangulaires a fait l'objet d'un débat qui avait eu lieu il y a de cela 3 ans, ou 2 ans, je ne sais plus. Je crois près de 100 ou 110 députés avaient à l'époque signé une proposition de loi proposant de supprimer ces triangulaires et d'être dans une logique de dire que les 2 finalistes demeurent au 2e tour. Et l'exécutif n'en avait pas voulu, c'est ça? Alors à l'époque, l'exécutif ne l'avait pas souhaité. C'est ainsi. Voilà, je crois que pour l'avenir, il faudra, d'une manière ou d'une autre, proposer dans notre projet politique que cette situation de triangulaire qui déséquilibre le rapport entre la droite et la gauche soit traitée sous la forme de dire que les 2 finalistes en tête puissent se maintenir. Et autre chose, est-ce que vous avez compris l'emportement de Mme Morano pendant la réunion du bureau politique? Alors Nadine Morano s'est effectivement très longuement exprimée. Vous vous souvenez que c'était à la suite de cette malheureuse affaire qui avait donné lieu au fait qu'elle avait été piégée, dans un contexte qui objectivement est très choquant, parce que je peux comprendre les canulars téléphoniques, mais quand même à 24 heures d'une élection législative majeure, piéger une candidate qui en l'occurrence de droite, ne pas imaginer dans la même journée de piéger un candidat de gauche, par exemple, ça montre peut-être une sorte d'engagement de la part du comment dit-on, du canuleur, voilà. Donc on va dire que tout ça n'est pas très fair play, voilà. Et donc je comprends très bien que Nadine Morano ait exprimé par rapport à ça. Je ne sais pas, vous y étiez au bureau politique? Ah c'est ça c'est ce qui fait une différence, c'est que moi je vais vous le raconter. Mais je vais vous raconter l'histoire, mais laissez-moi la finir. Donc il y a d'abord eu ce premier point. Ensuite, effectivement, elle a évoqué son différend avec François Fillon. Voilà, je crois que c'était important qu'elle le dise, que chacun s'exprime. Enfin, d'autres se sont exprimés aussi. Je crois que c'était important que ce bureau politique le permette à chacun de dire les choses. En tout cas, moi je pense que c'est indispensable dans ces moments-là qu'on se parle dans le huis clos du bureau politique, et c'est ce qui a été fait. Comment? Non, mais je n'étais pas là pour cela. Moi, j'étais là pour que chacun s'exprime. Vous savez, mon but, il est d'être plutôt attentif à ce que chacun, ensuite, une fois qu'il a dit sa part de vérité, qu'on puisse trouver un chemin où on se rassemble. Alors, donc, moi, mon but dans cette affaire-là, c'était qu'à la fin, chacun puisse retrouver de la sérénité. Mais est-ce que vous avez plutôt senti qu'elle était désapprouvée par la salle ou au contraire approuvée? Alors écoutez, après c'est une autre histoire. Demandez à ceux qui y participaient. Chacun s'est exprimé et mon rôle était que chacun le fasse. Voilà. Qu'est-ce qu'a répondu François Fillon? François Fillon a rappelé la ligne qui était la sienne. Voilà, chacun a dit la sienne. Vous savez, c'était dans ces moments-là, c'est pas des moments très faciles. Voilà. Alors vous savez, je ne veux pas non plus rentrer dans le détail. Vous le comprenez, c'est pas des moments très faciles à vivre. Je peux comprendre votre délectation, c'est touchant, mais en même temps, mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place. Ce ne sont pas des moments très faciles à vivre. J'essaye qu'il soit vécu le mieux possible par mes amis. Donc, comprenez que c'est déjà un bel effort de le faire. Il y a tellement d'autres partis qui étouffent les choses. Nous ne les étouffons pas. Nous faisons en sorte que les uns et les autres s'expriment. Voilà. Mais vous nous avez promis de ne pas utiliser la langue de bois. Non. Je le fais. Vous voyez, je vous dis très franchement que j'en ai déjà dit beaucoup et que vous n'êtes pas obligé de prolonger la difficulté pour moi de vous dire des choses qui sont d'autant plus douloureuses qu'elles touchent les relations entre certains de mes amis entre eux, et que moi, mon but, il est plutôt d'être le chef de famille, de faire que les gens se rabibochent plutôt que l'inverse. Voilà, donc j'essaye de faire qu'on s'apaise, et mon travail de tous les jours, c'est d'être plutôt celui qui rassemble. Voilà, donc j'y travaille de manière extrêmement constante, autant que je peux le faire. Ça n'est pas d'actualité immédiate, comme vous pouvez l'imaginer. Je viens de vous dire tout à l'heure que la première étape, c'était installer l'opposition parlementaire, faire un travail sur les idées. Et croyez-moi, je vais m'y employer au maximum avec, en ligne de mire,
à la fois la conviction européenne qui est la mienne, qui est une vraie différence avec François Hollande, et puis aussi, il faut bien le dire, avec le Front National. Hein, vous le savez, l'UMP est aujourd'hui en différence majeure sur l'Europe, avec un François Hollande indécis et ambigu, et avec un Front National qui est totalement anti-européen, ce qui, vous le savez, est une des nombreuses lignes de différence entre le Front National et nous. Donc, là-dessus, que les choses soient très claires. Il y a de quoi largement s'occuper avec cela. Viendra ensuite, à l'automne, le temps du Congrès, de l'élection du président de l'UMP, et là, à ce moment-là, eh bien, j'aurai largement le temps de vous dire ce que j'en pense. Alors ça se prépare en amont. Xavier Bertrand, fort de son soutien là, de 63 députés lors de cette élection à la présidence du groupe, sans le soutien pour le coup très explicite et très visible en tout cas de François Fillon, pense du coup lui aussi se mettre à son compte et pourquoi pas concourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, vraiment chacun est le bienvenu. Je pense que dans cette affaire de congrès, il faut que toute personne qui pense avoir le désir d'être candidat à la présidence de l'UMP doit pouvoir le faire. C'est même la logique même du congrès de l'UMP. C'est que chacune des personnes qui souhaitent concourir le fasse. Voilà. Donc moi, là-dessus, vous savez, nous avons des statuts qui sont très clairs là-dessus. Toute personne qui souhaite concourir doit naturellement le faire. Voilà. Alors après, moi, j'ai pas d'avis personnel sur les stratégies personnelles de chacun. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais enfin, le principe, c'est que toute personne qui souhaite. Ah non, parce que moi, parmi mes films cultes, j'ai un film qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, dans lequel il y a une scène d'anthologie entre Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo, dans lequel Jean-Paul Belmondo, qui donne quelques belles leçons de vie à Richard Anconina, lui dit « Retiens une chose, ne sois jamais étonné ». Voilà. Alors moi, je suis jamais étonné. Voilà. Est-ce que vous pensez comme moi, ça suffit pour que tout le monde s'exprime, qu'on mette tout sur la table, compte tenu du fait que c'est quand même un peu les vacances, nouvelle législature, donc les gens vont être quand même assez occupés? Mais je ne comprends pas les rapports entre les vacances et le fait d'être occupé. Non, d'une part, les politiques vont être très occupés, d'autre part, ils auront aussi un peu la tête aux vacances. Alors, vous croyez que c'est le moment de vraiment mettre toutes les choses, enfin que c'est suffisant pour mettre tout à plat d'ici fin juillet? Bah, écoutez, je pense que nous avons en un mois, un peu plus d'un mois, le temps de se dire beaucoup de choses, bien sûr. Bah, on ne va pas tout régler. Il ne s'agit pas de faire un programme électoral. Nous ne sommes pas confrontés à une échéance. Il s'agit de commencer à avoir une réflexion sur les valeurs. Quand on est à chaud après une élection présidentielle et législative, on est au contraire en situation de pouvoir avoir une réflexion programmatique. C'est tout l'intérêt de la démarche. Justement, pour bien comprendre, quand vous parlez d'une réflexion sur les idées et les valeurs de l'UMP, est-ce qu'il s'agit de remettre en cause ce que certains ont appelé ou même dénoncé une droitisation pendant la campagne? Personnellement, j'ai jamais rien compris à cette histoire. Je peux comprendre que pour des raisons polémiques, on invente le mot et on l'utilise, mais la vérité, c'est que... C'est dans votre famille que c'est employé dans enfin, votre famille politique. Si je peux me permettre, c'est pas seulement dans ma famille. Bon. Et puis, encore une fois, le fait que ce soit employé par des gens qui soient membres du même parti politique que moi ne m'oblige pas à comprendre ce qu'ils veulent dire non plus. Vous voyez, je suis pas non plus... Bon, je fais ce que je peux pour décrypter, mais parfois j'ai un peu de mal. Alors, la seule chose, c'est que l'UMP... en tout cas, mon point de vue, c'est celui que je défendrai dans la réflexion programmatique. Il se trouve que je l'ai un peu résumé dans une interview que j'ai donnée à vos confrères de l'Express, qui est sortie, je crois, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, et qui évoque ce qui est ma part de vérité que je mettrai sur la table. Je l'ai d'ailleurs présenté comme tel au bureau politique, avec 3 mots-clés, qui sont le mot de générosité, le mot de courage et le mot de fermeté. Générosité d'abord parce que je pense que c'est un mot que notre famille politique peut évoquer avec une vraie différence avec la gauche, hein, ou même avec l'extrême droite. Être généreux, c'est la marque de fabrique de notre pays. La France est un pays généreux. C'est un pays qui a organisé les choses pour que toute personne qui subisse une épreuve ait une main fraternelle qui lui est tendue. Voilà. Le chômage, la maladie, la dépendance, etc., le deuil, etc. Bien. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est l'assistanat. Mais la générosité, c'est quelque chose qui est notre marque de fabrique. Et on l'a beaucoup fait pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bon. Donc la générosité, c'est un premier mot qui caractérise l'UMP. Le deuxième mot, c'est le mot de courage. Nous, contrairement
au Parti socialiste. Nous ne craignons pas de dire des choses difficiles aux Français concernant les réformes à mettre en œuvre. La réduction des déficits, la compétitivité de la France, la réorganisation du travail, une fiscalité plus adaptée à la réalité du monde d'aujourd'hui, etc., etc. Donc le courage est une marque de fabrique que vous ne trouvez pas du tout chez les socialistes et vous allez très vite vous en apercevoir une fois passés les derniers lampions de l'euphorie éteints. Et puis il y a le troisième terme qui est celui de fermeté, qui là encore n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'apanage du Parti socialiste. La fermeté, tout simplement parce que tout ne se vaut pas, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et que depuis le débat sur la dépénalisation du cannabis, en passant par le fait de banaliser l'intégrisme fondamentaliste, en allant sur les questions de sécurité ou d'immigration, ou le droit de vote des étrangers, nous ne céderons rien là-dessus. Ce sont des domaines dans lesquels nous en appelons la fermeté. Voilà. Et ces trois termes de générosité, de courage et de fermeté sont à relier de manière transversale à notre vision, qui est une vision profondément européenne, d'une Europe qui protège les citoyens et qui s'adapte au monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Donc on a avec ça un corps de doctrine qu'il va nous falloir développer, travailler, mais qui, me semble-t-il, est un élément très important pour la suite. Voilà. Et puis là-dedans, vous y retrouvez des choses sur lesquelles nous devons continuer de travailler. Je pense par exemple à la famille, je pense au rapport des Français au travail, je pense à la question de l'argent, je pense à la question du rapport au monde. Bref, autant de thématiques passionnantes sur lesquelles l'UMP a des choses très intéressantes et très modernes à dire. Voilà. Si vous faites tout ce travail programmatique avant le Congrès, est-ce que ça veut dire que le Congrès se résumera finalement à un choix de personne? Non, parce que vous avez raison de poser cette question. Non, mais je pense au contraire que c'est tout l'intérêt de la stratégie que je propose. Je pense que plus nous commençons par travailler sur les idées, plus l'automne apparaîtra comme l'incarnation par des personnes de lignes politiques. Et j'ajoute, pour être tout à fait complet, que l'automne va être également consacré à organiser les mouvements, de telle manière que, dans la perspective du Congrès, celles et ceux qui souhaitent présenter des motions pour incarner des mouvements puissent le faire. Donc vous voyez, ça veut dire à la clé que toute cette année, tous ces 6 mois à venir, vont être des mois dans lesquels il y aura une très forte actualité politique à l'UMP. Vous voyez? Et ça, je crois que c'est très important que vous l'ayez en tête, y compris pour vos calendriers, parce que l'idée que l'UMP puisse, tout au long des 6 mois à venir, participer activement au débat d'idées, ce que n'avait pas fait le Parti socialiste, il faut bien le dire, pendant les 4 premières années du quinquennat précédent, je pense que c'est un élément qui intéressera les Français. Est-ce que vous ne craignez pas que, justement, si on débat des idées, qu'on voit les lignes différentes, vous dites que ça peut permettre de montrer ce qui nous rassemble? Est-ce que vous ne craignez pas qu'au contraire, ça mette en exergue ce qui vous différencie? Bien sûr, mais il n'y a pas de problème à montrer les deux. Moi, je pense que c'est très important, je l'ai dit d'ailleurs au bureau politique, que les uns et les autres ne craignent pas d'exprimer leurs différences sans se voir jeter l'anathème. Celui qui dit des choses du point de vue de la droite populaire doit être entendu par celui qui est plutôt de la sensibilité humaniste ou centriste, et réciproquement. Il ne faut pas le vivre à chaque fois comme une agression. Moi, mon travail va être au contraire de rassembler. Vous voyez? Monsieur Gopé, si. Aujourd'hui, la droite populaire dit si l'extrême droite est aussi forte, c'est que la droite a été trop faible. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce qu'il faut, selon vous, beaucoup plus de fermeté dans la position de l'UMP? Non, enfin, je ne sais pas, c'est un débat qu'on peut avoir. Moi, j'ai une analyse un peu différente. Je pense que si nous n'avions pas été ce que nous avions été pendant la campagne présidentielle, nous aurions sans doute été beaucoup moins hauts dans les intentions, dans les résultats de vote. Donc, en fait, tout ça, voilà, c'est un débat qu'on doit avoir. Moi, je pense que c'est important que ces discussions aient lieu. Je ne veux pas anticiper la réponse. On verra. On va en parler. Certains considèrent que pour organiser le Congrès, il faudrait une direction collégiale de l'UMP ou au moins quelqu'un dont on soit sûr qu'il ne sera pas candidat, histoire d'organiser le scrutin de la manière la plus neutre. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. D'abord, personne n'a jamais évoqué ça, en tout cas publiquement. Et lorsque nous avons été amenés à évoquer ces questions avec Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin ou quelques autres amis de l'UMP, c'était plutôt pour dire qu'il y avait vraiment 2 phases. Lorsque viendra le temps
de la campagne effective, c'est-à-dire des déclarations de candidature en septembre. Il faudra trouver effectivement une formule qui permette qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la manière dont les choses se passent du point de vue électoral. Hein. Et ça, c'est absolument indispensable. Donc moi, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Alors, quelle sera la formule? Est-ce que c'est un directoire? Est-ce que c'est... Enfin, ça, je ne peux pas vous répondre, mais il y aura de toute façon à mettre en place un système qui permette que les choses se passent en toute confiance. Monsieur Copier, je voudrais revenir un instant sur l'élection de ce matin. Christian Jacob a été réélu, très bien. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait absolument aucune modification dans l'organisation de la direction du groupe, compte tenu du fait que maintenant vous êtes dans l'opposition, qu'il faut peut-être plus de prise de parole ou de porte-parole, comme le faisaient valoir certains, et qu'il faut en rester, rien bouger, rien changer. Pourquoi vous dites rien bouger? En quoi est-ce que le fait d'avoir élu le président... On peut élargir, je vous dis ça, je ne parle pas du président, je parle simplement de l'organisation. Mais pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas? Christian Jacob lui-même l'a dit d'ailleurs. Il l'a évoqué lui-même en réunion de groupe en disant qu'il était absolument indispensable de pouvoir désigner un certain nombre de responsables se spécialisant dans les différents secteurs d'intervention. Donc non, au contraire, je crois qu'il est parti pour une organisation très ouverte. Très ouverte. Avec un élargissement de la direction? Je ne sais pas, vous lui demanderez, mais ce n'est pas un élargissement de la direction. La direction, elle est très large. Enfin, moi, j'ai présidé ce groupe pendant 4 ans. Il y a une bonne dizaine de vice-présidents. Il y avait une bonne dizaine de vice-présidents du groupe. Il y avait un bureau du groupe qui se réunissait. Il y avait des porte-paroles dans les différents secteurs. Enfin, on avait organisé tout cela de manière très active et on répartissait les tâches. Et Christian Jacob a totalement prolongé cette organisation. Je n'ai pas entendu qu'il voulait la changer. Au contraire, je pense qu'elle est très ouverte, cette organisation. Très ouverte. La stratégie du Nini a été remise en cause lors du bureau politique par François Fillon? Pas du tout. Même indirectement? Ça m'a échappé. Non, au contraire, il a dit que c'était quelque chose de collégial et que tout le monde était dans cette... Il n'a pas dit qu'il s'était plié parce que c'était pour préserver l'unité, mais qu'il n'était pas d'accord avec cette stratégie? Oui, il l'a dit. Il a dit quelque chose qui... Non, il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord, mais enfin, il a dit qu'il s'était rangé à l'avis général. Oui, bien sûr. Oui. Bon, c'est pas vraiment une remise en cause. Enfin, demandez-lui. Mais cela dit, vous savez, attendez, pour que les choses soient très claires, moi, je ne suis pas le porte-parole de mes amis. J'ai été porte-parole autrefois, mais c'était du gouvernement et c'était dans des temps anciens. Donc, je rends hommage à votre forme sarcastique en cette fin de journée, mais les choses sont très simples. Moi, j'ai bien en tête que chacun peut exprimer des différences. Et si tel ou tel veut aujourd'hui remettre en cause tel ou tel choix, mais il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de drame à cela. Moi, j'ai défendu cette position. Je l'ai proposée au bureau politique. Elle a été unanimement adoptée. Et je crois pouvoir dire qu'elle a certainement sauvé une bonne vingtaine de sièges. Bon, enfin, si d'autres veulent défendre d'autres positions, il n'y a pas de problème. Hein. Xavier Bertrand dit pour toutes les élections internes, il faut édicter un code de bonne conduite. Est-ce que vous y êtes favorable? Qu'est-ce que vous y mettriez, vous? D'ailleurs, très franchement, quel est celui qui demanderait un code de mauvaise conduite? Hein? Voilà. Je ne sais pas pourquoi aurait-il des craintes. Écoutez, c'est l'élection. L'élection de la présidence du groupe ce matin s'est passée d'excellente manière. Donc pourquoi vouloir tout d'un coup imaginer que ça serait autrement dans d'autres domaines, hein? Bon, écoutez, je crois qu'on a bien épuisé le sujet là. Hein. Allez, merci beaucoup.